On a affaire à l'émergence depuis un certain nombre d'années de formes de pouvoir, une forme de pouvoir qui ne sont plus assumées par aucune autorité concrète, par aucune figure concrète. Donc c'est des formes de pouvoir sans autorité identifiée comme autorité, c'est-à-dire sans, on sait, c'est l'inverse de Big Brother. Big Brother, on savait qui c'était centralisé, etc. Et les gens pouvaient éventuellement, du coup, reporter leur volonté de ne pas être gouvernés, leur réticence, leur récalcitrance, elles pouvaient l'adresser à quelqu'un, à une figure. Ici plus du tout. Mais il y a quand même des accumulations de puissance. Je ne parlerai même pas de pouvoir, mais plutôt de puissance. Et ce sont effectivement les plus gros acteurs du numérique, les GAFAM, ceux qui récoltent un maximum de données qui prolifèrent de nos comportements. Ce sont eux qui aujourd'hui accumulent un maximum de puissance. Pourquoi je parle de puissance? Parce que la valeur des données est toujours en puissance, justement. Et si vous voulez, dans le capitalisme des plateformes ou le capitalisme des big data, le capitalisme numérique est une évolution du capitalisme financier, en quelque sorte, ou qui est une forme juxtaposée au capitalisme financier qui peut-être un jour va le remplacer. On ne sait jamais. Mais ça a ceci comme particularité que l'objet de l'accumulation capitaliste, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la monnaie, ce n'est pas la finance, ce ne sont pas les billets de banque qui théoriquement représentent encore, in fine, autre chose qu'elle-même. L'argent, ça représente une valeur travail, etc. Autre chose, c'est-à-dire quelque chose qui a un rapport avec le monde physique, avec l'activité humaine, etc. Ici, les données, elles n'ont plus rien à voir. Elles n'ont juste plus rien à voir avec le monde physique dont elles émanent, puisqu'elles en sont complètement coupées. Mais par contre, les données sont en quelque sorte les moyens de production de l'avenir. Les moyens de production d'un advenir optimal pour celui qui a les moyens de les exploiter. Donc finalement, c'est vrai que quand on voit par exemple la manière dont les algorithmes n'instaurent pas du tout un régime de vérité, c'est-à-dire ils ne disent pas quel est le vrai, ni un régime de fausseté d'ailleurs. Le vrai ou le faux sont des questions qui sont devenues tout à fait indifférentes, qui sont indifférentes pour les algorithmes. Ce que les algorithmes font, c'est qu'ils produisent des sortes de prédictions ou des modélisations qui sont juste suffisamment fiables pour nourrir des stratégies d'action qui sont des stratégies de préemption, qui sont des stratégies d'optimisation, c'est-à-dire d'optimisation d'un état de fait qui est favorable à l'acteur qui optimise, ou de préemption, c'est-à-dire d'évitement que la réalité s'altère ou que se produisent des événements imprévus, non optimaux, si vous voulez, non optimalisables, incalculables, qui mettent à mal les stratégies de profit ou la prédation capitaliste de ces gros acteurs. Donc c'est une mutation, je pense que c'est une sorte de mutation du capitalisme qui mérite d'être étudiée en tant que telle. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des algorithmes, il faut avoir peur de notre propre paresse, de notre renonciation à nous gouverner nous-mêmes. Parce qu'en fait, ce que les algorithmes, comme je vous disais, c'est un mode de gouvernement hors sol. Et donc, les algorithmes gouvernent tout sauf ce qu'il y aurait à gouverner, pour l'instant. Parce qu'on ne les investit pas de cette mission-là. On pourrait tout aussi bien utiliser les algorithmes pour organiser les rapports sociaux, les rapports économiques, la consommation d'une manière qui soit beaucoup plus soutenable, de transformer notre société en société soutenable, plutôt que pour nous envoyer plus rapidement dans le mur par l'épuisement des ressources, etc. Le problème, c'est que cette idéologie technique des big data nous fait un peu oublier, justement, si vous voulez, les big data sont un peu ignorantes de notions comme la fragilité, l'épuisement des ressources, la limitation des ressources, etc. Et donc, potentiellement, tout ça peut tourner, a l'air de pouvoir tourner comme ça, ad vitam aeternam, et nous dispenser de nous occuper du sol qu'on a sous les pieds. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter des algorithmes, il faut s'inquiéter d'une certaine renonciation à gouverner le vivant d'une manière satisfaisante.
Voilà, c'est ce que Frédéric Néra expliquait. Il disait que finalement, les deux maux dont souffrent ou dont meurent aujourd'hui même les sociétés sont d'une part la croyance en l'indemne. Donc ces big data qui peuvent continuer comme ça à proliférer, cette spéculation, cette hyper-spéculation qui peut continuer à proliférer sans générer aucun dommage. Cette croyance en l'indemne qui nous permet de tout détruire, c'est-à-dire qu'on détruit complètement l'environnement dans lequel on vit. Et d'autre part, la programmation des conduites qui nous empêche d'exister. Je pense que s'il avait mis le doigt sur les deux mots dont on meurt aujourd'hui, les algorithmes peuvent être extrêmement toxiques s'ils sont utilisés pour optimiser cet état de fait insoutenable, mais ils peuvent être extrêmement utiles si au contraire ils nous rendent plus intelligents. S'ils nous rendent plus intelligents et plus perceptifs, plus sensibles aux singularités, aux occasions qu'on n'aurait pas vues, à ce qui n'a pas de voix, ce qui est insuffisamment représenté dans nos représentations humaines, etc. Et là, il y a des potentialités gigantesques. Donc les algorithmes, c'est simplement une nouvelle forme de il faut les tenir pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des instruments de représentation. Ils génèrent de nouvelles représentations, de nouveaux régimes de croyances aussi, parce qu'un espace spéculatif, c'est une croyance, si vous voulez, et cet espace spéculatif ne vaut que pour autant qu'on y croit. Et donc, c'est en tant que tel qu'il faut les considérer, et pas en tant que substitut à des à des formes de gouvernement. Il faut réapprendre ou avoir à nouveau le courage de prendre en charge ce qui nous revient, c'est-à-dire la détermination de projets communs, irréductibles à la seule prédiction. Donc plutôt faire du projet sans prédiction que de la prédiction sans projet.